Sur les dessous de la publicité, si vous pensez en votre fort intérieur échapper au message et au spot, eh bien voilà qui va peut-être vous faire réfléchir. La publicité est aussi désormais affaire de médecine. Les recoins de nos cerveaux sont analysés, scannés pour affiner le marketing des grandes marques qui ne veulent pas manquer leur cible. Enquête, Nathalie Sapena, Mathieu Régnier. Ce soir-là, à l'hôpital Brugman de Bruxelles, les rideaux sont baissés, les patients sont partis, tous les services sont fermés. Sauf l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique, où cette jeune femme s'apprête à faire analyser son cerveau. Elle n'est pourtant pas malade. Sur l'écran qu'on lui installe, elle va visionner une publicité pour un soda pendant 45 minutes. C'est une IRM fonctionnelle dans un but marketing. Ce but, c'est connaître l'impact de la publicité sur le cerveau de la volontaire grâce à une machine qui enregistre l'activité cérébrale milliseconde par milliseconde. Cela s'appelle le neuromarketing, une discipline très récente. En 2004, un chercheur américain publie dans la revue Neurone une étude choc. Plutôt Pepsi ou plutôt Coca? Quand les volontaires testent à l'aveugle, leur cerveau fait appel à la zone du goût qui est activée. Ils préfèrent le Pepsi. Mais quand ils connaissent la marque, surprise, c'est une autre zone, celle de la mémoire qui s'allume. Cette fois, les volontaires élisent le Coca. La preuve par les neurosciences que la publicité est plus forte que le goût. 7 ans après cette étude, plusieurs dizaines de sociétés de conseil ont fait du neuromarketing leur fonds de commerce, comme Brain Impact à Bruxelles, qui va aujourd'hui décrypter les réactions cérébrales de la volontaire générées par la publicité pour le soda. Premier renseignement, dès ses premières secondes, la publicité accroche. Le personnage heurte une vitre, ce qui déclenche chez le spectateur, comme le montre cette courbe, un pic d'émotions négatives. Évidemment, si quelque chose de négatif, votre cerveau vous alerte et dit attention, regarde, danger, fais attention. Donc ça va augmenter l'attention à la publicité, ça va augmenter sa mémorisation. Et ça devient particulièrement intéressant quand les gens n'ont pas conscience de cette émotion négative. Et voilà ce qui se passe quand la volontaire regarde cette publicité. Les zones conscientes de son cerveau, ici en bleu, celles qui font réfléchir, sont désactivées. A l'inverse, la zone des émotions en jaune est allumée. Ça veut dire que cette publicité vous fait passer sur un mode émotionnel et non pas sur un mode conscient. Et donc ça, en général, ça va faire une publicité qui fonctionne assez bien puisque les émotions et la décision sont liées. Il n'y a pas de décision sans émotion, il n'y a pas un être purement rationnel, cet être n'existe pas. C'est bien pour cela qu'on observe chez les consommateurs des comportements parfois déroutants. Le neuromarketing est désormais enseigné dans les grandes écoles de commerce, à HEC ou ici, au Collège des ingénieurs. C'est un sujet sensible, c'est un sujet qu'on n'aime pas, parce qu'on va parler quelque part de manipulation. De manipulation, comment vendre des choses à des gens qui n'en ont peut-être pas envie, au rythme cardiaque. Le professeur est un neurochirurgien, fondateur d'une société de neuromarketing. C'est la même chose. Il conseille de grandes entreprises internationales et françaises. Mais officiellement, aucun des grands groupes que nous avons interrogés n'a reconnu utiliser ces méthodes. Je pense qu'ils ont un petit peu honte d'utiliser ces techniques, mais ils les utilisent pratiquement tous parce qu'effectivement elles sont efficaces. Grâce aux neurosciences, le marketing est désormais capable de valider ce qui auparavant relevait de l'intuition. Son champ d'action est large. Le neuromarketing pourrait améliorer l'impact des campagnes contre le tabac ou l'alcool. Et il intéresse aussi beaucoup les hommes politiques en période d'élection. Évidemment. Bonsoir Jean-Daniel Flézaquet, vous nous avez rejoint parce que ce reportage, cette enquête suscite beaucoup de questions. Questions techniques d'abord. Est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que tout cela est vraiment validé d'un point de vue scientifique? Alors vous savez, les publicitaires, ce qu'ils espéraient, c'était trouver dans notre cerveau une zone sur laquelle il y aurait une sorte de petit bouton. Il suffirait d'appuyer pour déclencher notre volonté d'achat. Malheureusement pour eux, je dirais, et Dieu merci pour nous, le cheminement qui nous amène à prendre une décision, notre volonté de payer, comme on dit techniquement, est beaucoup plus complexe. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on connaît de mieux en mieux les étapes, comme le disait très bien l'intervenant du sujet de Nathalie Sapena, mais on connaît certes les étapes, mais on ne connaît pas encore l'enchevêtrement des décisions entre toutes ces étapes. Donc les publicitaires, les gens de marketing vendent comme science exacte, ce qui est encore très souvent un échafaudage
échafaudage d'hypothèses. Deuxième question, peut-être un peu candide. Est-ce que c'est le rôle des médecins de se mettre au service du marketing des grandes marques ? Alors là, on n'est pas dans un exercice illégal de la médecine, mais dans un exercice que j'appellerais dévoyé. L'imagerie par IRM, l'imagerie fonctionnelle, est une imagerie très importante. Elle devrait servir essentiellement à démembrer des maladies neurologiques, comme l'autisme ou comme la maladie d'Alzheimer, à savoir comment marchent certains traitements à visée cérébrale. Et là, on est dans un autre genre d'exercice. Je dirais qu'il est fondamental de se servir de cette imagerie, par exemple, pour comprendre les conséquences cérébrales du sida, beaucoup plus que les préférences des consommateurs de soda. Jean-Daniel Flézaquier, merci.